Découvrez le monde avec Voyage Humania et ensemble, préservons la beauté du monde. Bonjour, mesdames et messieurs. Je vous souhaite la bienvenue à Voyage Magazine, votre émission voyage sur les ondes de Télémag. Cette semaine, j'ai envie de vous dire, on révolutionne le monde du voyage. Est-ce que ça vous tente? On a un nouvel invité avec nous cette semaine, François Cornu, qui est président de Voyage Humania. Bonjour, François. Bonjour, Mélissa. C'est la première fois qu'on a la chance de te recevoir à l'émission. Évidemment, on a déjà reçu plusieurs de tes collègues, concepteurs de voyage, accompagnateurs de voyage chez Voyage Humania. On a parlé de superbes destinations et surtout d'une nouvelle façon de voyager. C'est ce que j'ai envie de dire. C'est la façon dont je vois, moi, Voyage Humania. Mais évidemment, tu vas pouvoir m'en parler plus aujourd'hui parce que tu es le président de cette nouvelle entreprise qui a bientôt 3 ans. Est-ce que je me trompe? 3 ans. 3 ans maintenant. C'est jeune, mais en même temps, tellement de bagages, tellement d'expérience, tellement de vécu, puis surtout une super belle vision. J'ai envie de t'entendre là-dessus. D'abord, peut-être juste nous positionner par rapport à la mission de Voyage Humania qui est double. Oui, absolument. Voyage Humania, c'est donner la double mission d'être le partenaire de nos voyageurs pour leur plus beau voyage et le partenaire de nos voyageurs pour préserver la beauté du monde. Parce que pour Voyage Humania, pour moi, il n'est pas question de voyager et, ce faisant, contribuer à détruire la beauté du monde. Ouais. Alors, c'est cet équilibre-là qu'on cherche à atteindre et je pense qu'on arrive avec une proposition intéressante qui mérite d'être écoutée. Puis, il y a toute une motivation, il y a tout un cheminement dans ta vie à toi, personnellement, François, qui t'a amené à vouloir mettre au monde une entreprise qui a cette mission-là, qui est double, comme celle que tu nommes d'amener les gens à voyager, à découvrir la beauté du monde, mais en même temps, la préserver, cette beauté-là. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir mettre sur pied une entreprise comme celle-là? En fait, le point de départ, c'est une question de mon fils. Maintenant, il a 22 ans. Il avait à peu près 9-10 ans à l'époque. Et il m'a abordé sur la question des enjeux climatiques. Il est assez vieux pour être conscient de cet enjeu-là. Et on a eu une discussion. Et moi, à cette époque-là, il faut se replacer dans le contexte, je croyais encore beaucoup qu'à l'instar de la problématique qu'on avait eue avec, les pluies acides, ouais, que ça avait été réglé par un accord avec les États-Unis à l'époque de Brian Mulroney. Ensuite, quelques années plus tard, le problème de la couche d'ozone avait été réglé aussi à l'échelle internationale. On avait pu s'entendre. Et donc, à cette époque-là, je croyais encore que ça allait probablement suivre le même cours, à savoir que l'ensemble de la communauté internationale, concernant l'enjeu dont il est question, les changements climatiques, allait réussir à s'entendre. Mais je commençais à avoir des doutes. Parce que là, il arrivait en poste de nouveaux dirigeants politiques qui, eux, soit n'y croyaient pas, soit faisaient du trop de côté, passez-moi l'expression. Alors, je me suis mis à réfléchir à la question, mais surtout la question de mon fils qui m'est revenu quelques minutes après. Il dit, « Papa, toi, qu'est-ce que tu vas faire? » Puis, il faut comprendre que moi, je suis une personne assez optimiste dans la vie. Il y a un problème, il y a une solution. Ouais. C'est quelque chose que j'ai un petit peu, je pense, inculqué à mon fils. Que pour lui, d'entrée de jeu, il faut trouver une solution. Ah oui, c'est quoi la solution, là? Vas-y, Papa, trouve-nous ça. J'exagère un peu, mais c'est pas de même qu'il l'a posé, mais c'est de même que moi, j'ai reçu la question. Ouais. Sur le coup, je ne peux pas faire grand-chose. Moi, je suis un simple citoyen. J'étais enseignant à l'époque à l'ITA de la Pocatière. Tu es économiste de formation, hein? Oui, j'étais économiste de formation. J'enseignais à l'époque les cours plus de gestion à l'ITA. Et là, ça s'est mis c'est devenu une question de plus en plus présente à mon esprit. J'ai fini par oublier que c'était Félix qui m'avait posé la question. Elle restait là. Qu'est-ce que je fais avec ce problème-là? Ah, ouais. Et au point tel qu'à un moment donné, j'ai dit non, je ne crois plus que c'est la classe politique qui va réussir à prendre le problème, disons, par les cornes. Ouais. À renverser la vapeur là, par rapport au changement climatique. L'alternance politique faisait qu'un gouvernement fait un certain travail dans le bon sens, qui est remplacé quelques années plus tard, 4, 8, 10 ans plus tard, puis
C'est comme si tu avais perdu confiance à ce moment-là. Oui, à ce moment-là, je me suis dit, oh, c'est pas évident qu'on va s'en tirer. Et plus ça allait, plus les gens informés, les scientifiques, nous disaient, le temps presse, le temps presse, le temps presse. Ouais. Et à chaque année qu'on retarde la mise en œuvre de solutions concrètes, ça coûte de plus en plus cher. Et comme économiste, je commençais à me dire, oh, on va pas en bonne direction, là, mais pas du tout. Et donc, là, je me suis dit, je vais chercher la façon, moi, de m'impliquer. À un moment donné, c'est devenu clair. Et je me suis dit, comme citoyen, j'ai pas beaucoup d'impact. Je peux, à la limite, écrire quelques lettres dans des journaux, participer à des manifestations, mais j'avais pas une confiance très grande à l'impact que j'allais avoir. Si je veux avoir un impact, je vais y aller directement à l'intérieur même de notre organisation économique et je vais fonder une entreprise. Fonder une entreprise. Ou en acheter une. Et là, je me suis mis à regarder des entreprises avant, j'ai appelé les bureaux de comptables à Québec. Parce que dans le fond, c'est que dans ta perception, tu disais, je peux jouer un rôle plus important en tant qu'organisation, en tant que corporation, qu'en tant qu'individu. Tout à fait. Okay. C'est-à-dire qu'avec le poids d'une entreprise qui agit concrètement dans la réelle économie, je peux avoir une incidence. Et c'est ce qui me motive. Alors, donc, j'ai... Tu as fait des recherches pour trouver une entreprise à acheter. Oui, j'ai appelé on a fait plein de propositions, puis au cours de ces propositions-là, à un moment donné, j'ai pris conscience que dans le secteur voyage, c'était un secteur qui était... Je n'avais à moitié conscience, pour être honnête. J'ai pris conscience que le secteur voyage, c'était le secteur qui était malheureusement un des pires secteurs... Un des plus dommageables, pour l'environnement. Oui, hein? Avec l'émission des gaz à effet de serre, les voyages en avion, c'est une réalité, là. C'est une réalité dure à accepter. Dur à accepter quand on aime le voyage. Mais c'est ça, pour les passionnés de voyage que nous sommes, c'est dur de vivre avec ça. En tout cas, je pense trouver des solutions. Il faut trouver une solution. Et écoute, il faut juste savoir... Moi, je pense qu'on peut dire tout de suite d'entrée de jeu, un Québécois génère à peu près 10 tonnes de GES par année. OK. Un simple aller-retour Montréal-Paris, selon différents calculateurs d'émissions de GES, génère autour de 2,5 tonnes de GES par année. C'est pas rien. C'est énorme. C'est quelque part, malheureusement, presque la pire chose qu'on peut faire pour l'environnement. Mais à partir de là, ben oui, c'est ça. Moi, je ne crois pas que les gens vont cesser de voyager. Non, effectivement. Je dis à tout le monde, arrêtons de voyager. Non, ça ne marchera pas. Ça ne marche pas. Okay? C'est aller beaucoup trop à contre-courant. À un moment donné, il faut prendre le courant puis avancer plus vite, peut-être. Oui, puis composer avec ce qui est. Si voyager, ça génère des GES, bien, on va trouver la façon, par ailleurs, de compenser la chose. Oui. Okay? Et c'est le cœur de la mission que moi, je me suis donnée à travers Voyage Humania. L'équipe qui produit les voyages, produit des circuits extraordinaires. Je suis vraiment fier d'eux autres. Mais maintenant, nous, on ajoute cette dimension-là et c'est très rassembleur. C'est ce qui m'anime, en fait. Absolument. On va s'arrêter, François, le temps d'une pause. On vient, je pense, de bien placer toute la motivation derrière une entreprise comme celle-là, parce qu'on s'entend, c'est une entreprise nouveau genre, parce qu'on amène des nouvelles façons d'amener le voyage, de faire découvrir le voyage aussi, dans un but de prise de conscience. Pour amener les gens plus loin, à jouer un rôle responsable tout en continuant de voyager. C'est trouver l'équilibre, finalement, entre les deux. Trouver l'équilibre, absolument. Donc, on va s'arrêter pour une pause, François, puis au retour de la pause, on va recevoir Marc-André Bédard, qui est l'un des concepteurs voyage accompagnateurs chez Voyage Humania, qui va venir nous parler de sa vision dans l'accompagnement des voyages, puis à quel point le voyage en soi amène des prises de conscience, puis amène les gens à jouer un rôle encore plus concret dans l'amélioration, dans ce qu'on peut faire finalement par rapport au changement climatique, qui est l'enjeu dont on parle aujourd'hui. On s'arrête quelques instants, François. Oui. Restez là, on se retrouve tout de suite. C'est une émission spéciale à laquelle on vous convie cette semaine à Voyage Magazine. On est avec l'équipe de Voyage Humania et là, on intègre un nouveau joueur, Marc-André Bédard. Bonjour Marc-André. Bonjour Mélissa. Ça va bien? Très bien. Oui? C'est pas la première fois qu'on te reçoit à Voyage Magazine. Non. Ça fait
peut-être... 5e fois, je pense. Oui, hein? à ce point-là. Déjà? Chouette. Déjà? Ben oui, ça passe vite, hein? On est rendu à une dizaine d'émissions, je pense, qu'on a enregistrées avec vous, l'équipe de Voyage Humania. Et là, on veut parler du voyage dans l'aspect prise de conscience. On a parlé d'un enjeu dans le premier bloc de l'émission au niveau environnemental, au niveau des changements climatiques avec François, puis ta motivation aussi qui t'a amené à vouloir mettre sur pied une entreprise comme Voyage Humania. Puis, Marc-André, tu as un vécu terrain du voyage et tu sais l'impact que ça peut avoir au niveau des prises de conscience. Qu'est-ce que ça amène comme changement dans la vie des gens? Et j'ai envie de t'entendre là-dessus parce qu'il y a un voyage récemment que tu as effectué avec des gens puis ça a eu un impact assez considérable. Effectivement, oui. En fait, on ne peut pas empêcher les gens de voyager. On est des amateurs de voyage aussi. Mais on peut amener les gens à voyager d'une meilleure manière. Ouais. Ou à choisir Voyage Humania pour pouvoir avoir moins d'impact sur l'environnement en voyageant ou compensant certains impacts. Ouais. Et avoir plus de retombées locales chez les communautés qu'on visite, mais aussi chez nous, chez nos individus personnellement et les clients qui voyagent avec nous. Et moi, j'ai toujours eu un peu cette conscience-là aussi de faire des voyages un peu dans cette thématique-là. Et chez Voyage Humania, on a l'occasion de pouvoir développer de cette manière-là. Un beau grand terrain de jeu. Un beau grand terrain de jeu. Et comme on monte nos voyages nous autres mêmes, on va pouvoir faire quelque chose qui va aller plus loin que voir des choses, mais prendre, et vous le faites déjà. Prendre conscience. Ouais. Donc, j'en ai encore plus pris conscience quand on est allé en Islande cet été avec un groupe. Là, on avait un beau groupe complet sur l'Islande. Et à chaque fois qu'on va en Islande, je vais depuis 2010, on fait une randonnée sur un glacier. Ouais. Et on fait notre randonnée, et rendu au début de la randonnée sur le glacier. Là, j'explique aux gens qu'est-ce qui s'est passé depuis 2010. Parce que tu es un témoin. Parce que je suis un témoin, parce que les clients, c'est la première fois qu'ils viennent. Ils sont contents d'être sur un glacier, mais ils ne savent pas qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui s'en vient pour le futur. Donc, moi, je lui dis, moi, ça fait depuis 2010 que je viens sur ce glacier-là. Et je peux vous montrer un peu la différence qui s'est passée depuis. En 2010, on sortait de notre autobus, on marchait 5-6 minutes, on mettait nos crampons, on embarquait sur le glacier. On avait on peut voir une photo de ça. Oui, on peut voir une photo de ça, vous allez voir. Puis sur la photo, on voit qu'il y a comme un petit peu de gravier qui a été laissé par le glacier quand il était à cet endroit-là. Un petit peu d'eau de fond du glacier et le glacier. Et le glacier qui est là. Et le glacier qui mesure peut-être quelques dizaines de mètres de haut. Et on se promène sur ce glacier-là pendant une couple d'heures. Une autre photo que je vous montre qui est en 2015. Et en 2015, on voit encore tout le glacier. On marche sur le glacier jusqu'à l'arrivée un peu plus loin où le glacier commence à monter dans la montagne, comme on fait à chaque année. Donc, on peut se promener encore sur le glacier. Il y a beaucoup d'épaisseur de glacier, mais il y a des endroits où ça crevasse. Ça crevasse et ça creuse. Le glacier est plus sombre, plus foncé. Ça veut dire qu'on commence à arriver sur les graviers qu'il y a à l'intérieur du glacier, dans le fond du glacier. Donc, la glace s'amincit. Et cet été, sur une des photos de 2018, on est sur le glacier. Mais pour se rendre sur le glacier, on a dû marcher 1 heure. Sur du gravier, là? Sur du gravier, pour contourner le lac de fond du glacier entre 2015 et 2018. Et quand on est sur le glacier, c'est le glacier très mince. On marche et on touche les cailloux. Et là... Mais c'est incroyable, la vitesse. La vitesse est vraiment incroyable. Là, j'ai dit aux gens, retournez-vous. Là, il y avait un lac, le lac qu'on venait de contourner. Et là, je leur ai dit, tout ce lac-là, c'était le glacier allé jusqu'à il y a 3 ans. Mais c'est incroyable. Absolument. Là, pour ceux qui doutent des changements climatiques, je pense que ça dissipe toute ambiguïté sur la chose. Et quand on est redescendu du glacier, on le voit sur une photo, vous allez avoir un monticule de gravier énorme qui mesure peut-être 10 mètres de hauteur au moins, le gravier qui a été laissé par le glacier quand il a fondu entre 2015 et 2018. Puis comment les gens ont réagi à ce constat-là? Là, on comprend. Là, on saisit l'ampleur des changements climatiques. Et là, on est vraiment en prise de conscience de ce que c'est. Si
s'il n'était pas venu sur le glacier en Islande, si je n'avais pas pu faire le parallèle avec les années précédentes, jamais les gens auraient eu conscience de ces choses-là. Oui. Fait que, tu sais, c'est extrêmement important parce qu'effectivement, on en entend parler des changements climatiques, on entend parler des impacts environnementaux, de toutes nos activités économiques comme êtres humains, dont le voyage fait partie. Mais d'en prendre conscience réellement, c'est une autre chose. Puis ça a permis ça, puis ça permet ça, justement, les Donc, voyages. les gens reviennent chez Voyage et l'environnement n'a plus la même conscience pour eux. Le voyage devient une ouverture d'horizon où tu prends conscience des choses. Et quand tu connais quelque chose, tu as pris conscience de quelque chose, tu valorises les choses un peu plus. Et à partir de là, de voyager éco-responsable devient une priorité, je pense, pour de plus en plus de Mais c'est là, si on réussit à conscientiser les gens dans un voyage comme celui-là, ils deviennent conscients, justement, de la précarité, de la beauté du monde, puis peut-être plus engagés à vouloir préserver cette beauté-là, comme votre mission le mentionne. Deuxième prise de conscience qu'ils font aussi, c'est qu'on s'est fait dire par des clients qui disent, quand on dit à nos enfants, à nos petits-enfants, qu'on a voyagé avec Voyage Humania, puis qui compense les gaz à effet de serre, c'est une agence carboneutre, éco-responsable et tout. Ils nous disent, papa ou grand-papa, ces choses-là, grand-papa, grand-maman, on est fiers de vous. Ah oui. Donc, ça devient comme valorisant aussi pour les voyageurs. Absolument, absolument. Puis on va avoir l'occasion d'en parler dans le prochain bloc d'émission. On va devoir aller à la pause dans quelques instants, mais on voulait vraiment raconter l'histoire vécu récemment par toi, Marc-André, avec le groupe de voyageurs en Islande pour amener la notion de prise de conscience. Puis dans le troisième bloc d'émission, François, on va revenir avec toi pour venir, tu en as glissé quelques mots, Marc-André, mais l'aspect de la carboneutralité. Et qu'est-ce qu'on fait concrètement? Qu'est-ce que vous faites concrètement, justement, pour venir compenser les gaz à effet de serre en lien avec le voyage, sachant que les gens n'arrêteront pas de voyager? Fait que combiner l'aspect prise de conscience, on fait du voyage conscient, on fait du voyage éco-responsable, de l'écotourisme, finalement, puis l'aspect de carboneutralité également. Marc-André, merci beaucoup d'être venu témoigner dans l'émission aujourd'hui. On s'arrête quelques instants pour une courte pause et on se retrouve tout de suite. François, juste avant la pause, on a glissé un mot sur l'aspect de la carboneutralité, qui est une façon de faire sa part, finalement, comme entreprise, comme citoyen, pour faire une différence, finalement, au niveau des changements climatiques, au niveau de l'émission des gaz à effet de serre. Fait que je veux que tu nous en parles plus parce que c'est au cœur de la mission de l'entreprise Voyage Humania. Ça fait partie, c'est un pilier important de la mission de l'entreprise dans son volet éco-responsable. C'est le pilier le plus important. La carboneutralité, la façon la plus simple de la définir, c'est faire référence au concept pollueur-payeur. OK. En voyageant, on émet du carbone, on émet des gaz à effet de serre, si bien que c'est une forme de pollution. On va tâcher de compenser à 100 ces émissions-là. OK. Ça a un coût. Oui. Et c'est donc là qu'intervient la notion de pollueur-payeur. OK. Et nous, on les incorpore dans notre structure de coûts, ces coûts-là. OK. C'est comme ça qu'on arrive à dire que nos voyages sont 100 carboneutres. On vise à 100 la carboneutralité. OK. Et comment ça fonctionne concrètement? Là? Comment ça se passe? Concrètement, on applique 2 du coût du voyage dans un fonds, comme moi j'ai appelé le Fonds d'indemnisation de l'environnement. OK. On peut faire référence, par exemple, au Fonds d'indemnisation des voyageurs qui existe. Ça s'en est inspiré grandement. C'est inspiré de ça, mais là, c'est dédié à l'environnement. C'est dédié à l'environnement, non pas aux consommateurs, mais à l'environnement. Et avec ce fonds-là, on a suffisamment d'argent pour compenser à 100 les gaz à effet de serre. Wow! OK? La façon que ça fonctionne, c'est que dans un premier temps, le 2 en question est mis dans le compte et on prend le quart de cette somme pour tout de suite intervenir pour réduire notre empreinte écologique en matière de gaz à effet de serre avec un partenaire qui est Planétaire et un deuxième planétaire qui est Arbre Évolution. OK. Avec Planétaire, essentiellement, ils vont investir, eux, dans des projets où on va réduire à la source les émissions de GES. Oui, puis je me souviens, on avait déjà parlé de cet organisme-là dans l'émission ici. Et avec Arbre Évolution, on va encourager la plantation d'arbres. OK. Parce qu'il y a deux façons de réduire notre empreinte, par la plantation d'arbres et en réduisant par ailleurs l'usage des énergies fossiles, comme le fait principalement Planétaire. Intéressant.
Et le reste, qu'est-ce qu'on fait parce avec? qu'il y a un 75 du 2 Ouais, mais on peut faire quelque chose encore avec ça, là. Oui, le reste, on le place, on le laisse dans un compte en fiducie pour garantir les éco-dollars Voyage Humania. OK. Pour chaque voyage Humania, on impute 100 d'éco-dollars à chaque voyageur. OK. Et ces éco-dollars-là sont cumulatifs. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, prenons l'exemple de quelqu'un qui ferait un voyage par année avec nous pendant 5 ans. Oui. OK? Donc, 5 voyages. Au bout de 5 ans, il va avoir accumulé 500 éco-dollars. OK. Toutefois, on met une limite parce que le temps presse pour réduire notre emprunt. Empreinte écologique, oui. Exact. OK? Le temps presse, si bien qu'on va mettre une limite de 4 ans pour utiliser les éco-dollars. OK. Si au bout de 4 ans, le voyageur n'a pas utilisé ses éco-dollars, bien, on va reprendre ce 100 $-là, le premier voyage qu'il a fait, et là, on va venir compenser les gaz à effet de serre qui ont été faits. Vous allez le réinvestir avec Planétaire ou Arbre et Évolution. Voilà, OK. tout simplement. Mais comment et ça c'est pour ça qu'on peut fonctionne? dire qu'on vise la carboneutralité à 100 Oui, c'est extrêmement intéressant. Et comment ça fonctionne, les éco-dollars pour le voyageur? Parce que là, ça lui appartient, ces éco-dollars-là, Ils sont en pendant les 4 réserve dans années. notre compte en fiducie. Et qu'est-ce qu'il peut faire avec ça, le voyageur? Bien, pour l'heure, on l'encourage. En fait, les éco-dollars, c'est applicable contre des écoproduits. OK. La gamme d'écoproduits qu'on a définie se limite pour l'heure aux véhicules électriques. Ah oui! OK? Parce que c'est la façon la plus logique de compenser nos émissions. Oui. Comment dire? Je ne veux pas rentrer dans le menu détail des calculs, là, mais en bref, un voyage, on a déjà mentionné qu'un voyage Montréal-Paris génère à peu près 2,5 tonnes de GES. Une auto conventionnelle Traditionnel. va générer à peu près ça, 2,5-3 tonnes de GES par année à son usage. OK? Maintenant, une auto électrique va en générer à peu près juste 0,5. Wow. Alors, on vient chercher 2 tonnes par année d'utilisation. Mais donc, pendant plusieurs années, disons pendant 10 ans, l'auto va avoir économisé 20 tonnes de GES. Je comprends. OK? Ouais. Et donc, il y a un calcul, on ne rentre pas dans le détail du calcul, il y a une limite. Et donc, si la personne n'utilise pas ses éco-dollars, on dit, bien, vous n'êtes pas approprié votre carboneutralité. Parce que c'est aussi ça l'objectif. Ouais. Que les gens n'achètent pas simplement un voyage avec Voyage Humania en se disant, j'ai bonne conscience, je voyage. C'est bien, c'est très bien. Mais ça ne sera pas suffisant Vous pour voulez renverser. aller plus loin que Nettement ça. plus loin. Ouais. L'objectif... Mais donc, juste pour être sûr de bien comprendre, François, avec mes éco-dollars, j'ai accumulé, par exemple, 500 $ d'éco-dollars. Je pourrais, en m'achetant une voiture électrique, appliquer ce 500 $-là à l'achat de ma voiture électrique. Ça fonctionnerait comme ça. Tout à fait. OK. Pour peu que les 500 éco-dollars aient été accumulés dans un délai de 4 ans. Oui, je comprends. Si tu ne laissais passer un, il va te rester juste 400 éco-dollars parce que le 100 il va être réinvesti dans le fond. Il va avoir été investi directement dans l'environnement via Planétaire, via Arbre Évolution. Mais là, c'est vraiment intéressant. Puis ça m'amène une question. Parce que vous êtes une jeune entreprise, c'est un modèle d'affaires assez unique. Les coûts sont relativement élevés pour vous. Parce que là, ce 2 %-là, vous devez en tenir compte. Donc, comment ça fonctionne? Comment vous y arrivez financièrement avec les marges de profit qui ne sont pas si grandes que ça nécessairement dans le domaine du voyage? Bien, écoutez, il faut être déterminé à. Oui. Être déterminé à et être déterminé à. C'est fondamental, c'est dans l'ADN de l'entreprise. Alors, il y a tout le reste de la structure d'entreprise qui peut absorber ce 2 %-là. Je comprends. OK? Et en fait, les valeurs qu'on incarne au sein de notre organisation, bien, elles sont partagées par beaucoup de gens. Et elles attirent, j'ose dire, parmi nettement les meilleures ressources du secteur voyage au Québec. Et plus ça va, plus on se fait connaître, plus on reçoit des appels de gens qui veulent travailler avec nous. Des gens investis, qui s'investissent et qui ont un plaisir et une rigueur assez hors du commun. Ça fait partie du modèle d'affaires. Je comprends. Par ailleurs, on a un petit local, on a peu de ressources humaines à temps plein. On réussit à conjuguer pour arriver à un prix voyage comparable à la compétition. Hey, c'est assez formidable. Il y a un effet d'entraînement aussi, du fait que vous attirez d'excellents concepteurs, accompagnateurs de voyage. Bien, ça attire encore plus de voyageurs vers vous. Est-ce que ça se peut, ça? Oui, absolument. Bien, comme le disait Marc-André tantôt, les voyageurs sont contents de voyager carboneutre. Je l'ai dit à l'instant, l'idée, depuis le départ, quand j'ai fondé avec Martin Voyage Humania, et je lui donnais cet exemple-là, quand tu te retrouves au supermarché,
et devant le rayon des légumes, devant en particulier les brocolis. Prenons cet exemple-là, simple. Tu as le choix entre un brocoli bio ou un brocoli régulier. Là. Après, à peu près égal, tu vas choisir le bio. Bien que tu n'es pas si certain que ça qui est bio, il reste un doute. C'est pour ça les éco-dollars aussi. Ouais. Approprie-toi ta carboneutralité. C'est ce qu'on dit à nos voyageurs. C'est de prendre un contrôle, finalement. finalement. Prenez conscience que voyager, ça a un impact. Si on voyage beaucoup, bien, on va tâcher le plus possible, par ailleurs, de compenser à la hauteur de ce qu'on fait. Ouais. Okay? Et c'est beaucoup ça qu'on veut faire. On veut être un agent de changement, de prise de conscience. Et plus les gens vont nous suivre, plus aussi, je pense, les autres entreprises vont nous suivre. C'est l'objectif. C'est la vision. Oui. C'est la vision, 5 ans, 10 ans peut-être, de devenir un leader justement dans l'industrie touristique. Bien, absolument. En cette matière-là, j'espère qu'on va avoir un effet d'entraînement important, si bien que dans 5 ans, 10 ans tout au plus, l'ensemble du secteur voyage au Québec sera entièrement carboneutre. Je le souhaite. Et le fameux fonds d'indemnisation de l'environnement, je le souhaite universel. Merci pour ce partage de vision, de conviction. Je pense que c'est extrêmement important. J'espère qu'on vous a amené d'autres réflexions, d'autres visions, d'autres prises de conscience aujourd'hui dans l'émission Voyage Magazine. François Cornu, Voyage Humania, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye-bye. Voyage Humania vous a fait découvrir le monde de façon responsable. Ensemble, préservons la beauté du monde.